Bonjour, docteur Fernand Oona. Bonjour. Au-delà de l'aspect purement militaire, la réaction du Cameroun à la crise anglophone a aussi un versant purement diplomatique. C'est votre position. Quels en sont les enjeux? Les enjeux, d'abord, c'est l'enjeu global de la lutte contre la menace séparatiste, qui est une menace irrédentiste qui touche à la vitalité et même à la survie de l'État du Cameroun en tant que formation étatique issue de la colonisation et ayant hérité des frontières relatives. Alors, dans la grande stratégie de lutte contre le séparatisme, la diplomatie constitue une composante essentielle. Et les principaux enjeux ici sont précisément les enjeux de survie de l'État, c'est-à-dire la préservation de la souveraineté nationale, la préservation de l'intégrité territoriale et éventuellement la préservation de la capacité de l'État à assurer ses principales fonctions régaliennes et à fournir aux populations, aux personnes physiques et aux personnes morales, le bien public, de la sécurité, ce que j'appelle la statalité, c'est-à-dire la capacité pour un gouvernement de remplir ses principales fonctions régaliennes, notamment sur le plan interne, mais aussi éventuellement cela pourrait se faire sur le plan international. Il y a là aussi précisément, dites-vous, un enjeu de décrédibilisation des sécessionnistes. Bien sûr, quand on essaye d'observer la violence irrationnelle, la violence inhumaine et tout ce que cela génère, l'horreur créée par les séparatistes à travers des égorgements, des assassinats, des pillages, le développement des réseaux criminels, les trafics de drogue, la destruction des cultures et des activités pastorales, alors il est important pour le gouvernement de mettre en relief ces actions pour montrer que ceux-ci ne s'inscrivent pas dans une logique de civilisation acceptable, non seulement sur le plan interne, mais aussi sur le plan international. Alors, les séparatistes fournissent suffisamment de données pour permettre de décrédibiliser leur action au niveau international. Alors, c'est cet ensemble d'une phénoménologie criminelle inhumaine qui est mise en exergue, qui est exposée et surexposée par le gouvernement auprès de la société internationale, c'est-à-dire ici principalement composée des entités étatiques, que ce soit au niveau universel dans le cadre des Nations Unies et ses diverses agences, ou alors au niveau régional, que ce soit sur le plan au niveau de l'Union africaine, au niveau du Commonwealth of Nations, ou encore à l'Organisation internationale de la francophonie, et même de l'OCI, et si on redescend encore sur le plan sous-régional, ici avec le principe de subsidiarité qui montre que l'État du Cameroun est le mieux placé pour exploser ces violences et aussi pour mieux les traiter. Alors, la diplomatie apparaît comme une composante fondamentale, essentielle de la stratégie globale, multidimensionnelle, holistique, construite par le gouvernement, bien sûr sous le magistère du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour essayer d'adresser cette question qui touche à un élément fondamental de la République du Cameroun, à savoir sa vie et sa survie en tant que unité étatique souveraine. Et pour ça, il y a sans doute aussi une palette d'actions diplomatiques au niveau bilatéral et d'abord intra-africain. On ira étape par étape. Il y a sans doute l'axe, ce que vous appelez l'axe Yaoundé-Abidjan. Quand on le dit, on se rappelle en même temps de l'affaire Bakassi ou tout récemment de la question du droit de poursuite pour ce qui concerne la crise Boko Haram, qui a justement constitué une sorte de pomme de discorde entre les deux pays. Docteur Fernand Oona, comment malgré tout pour le Cameroun cet axe est-il devenu crucial pour la diplomatie antiséparatiste? Dans la diplomatie antiséparatiste, il faut le dire, elle se fait sous le paradigme général de la grande stratégie
avec une composante diplomatique qui prend en compte les enjeux. Ici, dans le comportement stratégique de l'État du Cameroun, il est question d'identifier quels sont les axes prioritaires, et notamment sur le plan intra-africain. Alors, l'axe Yaoundé-Abuja, pour dire ici l'axe Cameroun-Nigeria, apparaît d'abord comme un truisme, mais aussi comme un axe qui est nourri par des raisons et des motivations pertinentes. Je vais d'abord élaguer la question du droit de poursuite. Personnellement, je n'ai jamais cru que cette question constituait une paume de discorde sur le fond, mais constituait une paume de discorde sur les modalités. Et les modalités ayant été réglées, notamment avec la présence d'officiers de liaison, comment définir les modalités qui vont permettre d'exercer le droit de poursuite? Parce qu'il n'est pas toujours indiqué de laisser une armée étrangère pénétrer votre territoire et y mener des opérations. Allons dans l'histoire. N'oubliez pas une chose, Boko Haram, quand il commençait à utiliser le Cameroun comme base de repli, et le Cameroun ne l'avait pas traqué au départ, parce que il n'est pas très indiqué toujours d'attaquer ou de critiquer le partenaire nigérian, mais il faut aussi comprendre sa démarche. À l'époque où Boko Haram est un problème nigéro-nigérian, le Cameroun constitue une base de repli pour les combattants de Boko Haram qui y commettent des exactions et viennent se replier au Cameroun pour se cacher. Alors, c'est après des accusations et une montée au créneau du Nigeria que le Cameroun va aussi prendre à bras le corps cette question et Boko Haram va déclarer la guerre au Cameroun. Je ne crois pas que ce soit un refus catégorique, mais c'est un problème de compréhension des diverses rationalités qui gouvernent la phénoménologie de cette question. Alors, quand vous l'avez bien vu, la question des modalités va être définie, le droit de poursuite il va être accordé. Parce que la présence des officiers des liaisons est déterminante pour vérifier que le pays, quand il entre dans votre territoire, ne viole pas le mandat ou les limites de l'action qui lui est reconnue ou qui lui a été permis par l'État partenaire. Alors c'est très important. Jusqu'où il peut aller, comment il peut mener ses opérations. Un droit de poursuite ne saurait être automatique. N'oubliez pas, le fait d'être dans un partenariat ne fait pas nier l'existence encore de la souveraineté et du respect de l'intégrité territoriale. Personnellement, je n'y ai jamais cru que c'était une mauvaise orientation du Nigeria. Je crois que c'est davantage une question d'incompréhension. Et vous avez vu, avec la diplomatie, les rencontres au sommet entre les chefs d'État, entre les responsables politiques et gouvernementaux compétents en matière de sécurité ou en matière de gestion des frontières, on a vu que les deux États ont pu s'accorder sans avoir eu besoin d'un intermédiaire, sans avoir eu besoin de médiateurs. Alors, les équivoques ayant été levés, on voit que sur cette question, c'est quasiment une situation symbiotique entre les deux pays pour essayer d'adresser la question, mais toujours dans le respect de la souveraineté de chacun d'entre eux. Consolidation de l'axe Yaoundé-Paris, émergence de l'axe Yaoundé-Beijing, ambivalence des relations avec les États-Unis, mais aussi avec le Royaume-Uni. Le Cameroun semble finalement, pour sa diplomatie antiséparatiste, sauter sur toutes les occasions internationales qui se présentaient à lui. Pourquoi pas la Suisse? Déjà, le Cameroun a essayé de traiter avec tous les partenaires. Mais sur la question de traiter avec les partenaires, il y avait des questions non négociables. Lesquelles? Parmi les questions non négociables, il y avait d'abord la reconnaissance de la pleine souveraineté du Cameroun sur l'ensemble de son territoire, le respect des positions principales. Il n'est pas ici question de reconnaître les séparatistes
comme étant des acteurs qui viennent contester pour entrer la souveraineté du gouvernement, pour entrer dans un processus d'accord politique avec le gouvernement, comme s'il y avait une crise, une rébellion profonde. Parce que si on se limite simplement à l'aspect sécuritaire, le président Paul Biya a toujours préféré la voie du dialogue et de la modération, mais pas celle de la médiation. La médiation ici veut dire quoi? Qu'on reconnaît la force d'un groupe constitué et ordonné. Mais est-ce que c'est le cas dans le séparatisme anglophone? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que ces groupes sont disparates, n'ont pas toujours des mêmes objectifs, et on a là des techniques de prédation qui sont développées par des acteurs du banditisme transnational qui profitent de la situation pour vouloir faire des incursions dans le champ politique et diplomatique. Alors je crois ici que le Cameroun a mis les choses au point. Comme le disait l'ambassadeur du Cameroun aux Nations Unies, Monsieur Tomo Monté, ici il est question pour le gouvernement du Cameroun de travailler avec ceux qui veulent travailler avec lui, pas de travailler avec ceux qui veulent travailler à sa place. On va y revenir, mais déjà 2018, le président français Emmanuel Macron promet, je le cite, de mettre la pression sur Paul Biya pour qu'il traite le sujet de la zone anglophone. 2022, il prône, je le cite, la régionalisation comme solution au conflit anglophone, validant ainsi toutes les options politiques de décentralisation prônées par le président Paul Biya. L'axe Yaoundé-Paris devrait-il malgré tout faire peur? L'axe Yaoundé-Paris ne devrait pas faire peur, parce que quand on voit peut-être la position du président français, ici il faut présenter le contexte, il réagit à une situation, c'est les séparatistes à travers des acteurs de l'opinion publique internationale qui montent au créneau pour poser un problème. Mais maintenant, quand on rentre dans le cadre diplomatique bilatéral, on voit que cette position baisse un peu. Cette position ici valide les options choisies ou proposées par le président de la République, ici les options politiques. D'abord l'option du grand dialogue national, qui a été une sorte de grande messe pour expurger, pour régler ensemble les questions, les divergences, et enfin, ici, le pardon offert et proposé par le chef de l'État de la République du Cameroun aux séparatistes pour leur permettre de retrouver des chemins de normalité, de normalisation et de resocialisation dans la vie politique, sans oublier les mécanismes de DDR proposés pour la réinsertion. Ça veut dire quoi? L'axe Yaoundé-Paris reste fondamental et reste en accord sur les principes. Et quels sont ces principes? C'est la pleine souveraineté du Cameroun, c'est le règlement d'une crise sur le plan interne et c'est l'approfondissement et l'accélération de l'option décentralisatrice qui débouche sur la régionalisation. Et n'oublions pas, avec la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, on a vu l'émergence d'un régime spécial, d'un statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où autant on a vu aussi émerger la figure institutionnelle du Public Independent Conciliator, qui est une spécificité anglo-saxonne. Et même quand on a vu cette figure émerger, on a vu aussi que dans les régions francophones, ils ont aussi demandé cette forme d'institutionnalisation. Ça veut dire quoi, tout simplement? Que la pression du séparatisme ou la question de la crise anglophone reste un problème camerounais. Et tant mieux, soutien diplomatique affiché, soutien humanitaire en back-office. La Chine a plutôt choisi d'intervenir sans froisser justement le Cameroun. Pour quel intérêt la Chine a-t-elle peur de froisser le Cameroun sur cette question? Je ne dirais pas de peur. La Chine n'a pas peur. C'est une affaire d'échange de bons procédés. N'oublions pas que traditionnellement, la diplomatie camerounaise à tous les niveaux, que ce soit au niveau bilatéral ou au niveau multilatéral, a toujours reconnu le principe de la Chine unique, de la pleine souveraineté du gouvernement de Pékin sur l'ensemble de l'empire du milieu. Alors, au-delà de cette position politique de principe, qui est aussi
un renvoi d'ascenseur dans le cadre de la crise séparatiste. On voit aussi qu'au-delà, la Chine s'inscrit comme un principal donateur sur le plan humanitaire, en renforçant les capacités logistiques qui visent à préserver la sécurité humaine, en fournissant des médicaments, en fournissant des lits, en fournissant du matériel pour permettre aux centres de réinsertion de fonctionner, aux centres même de réfugiés de fonctionner. La Chine ici apparaît comme un partenaire stratégique, un partenaire fidèle, un partenaire sûr qui ne fait pas d'entourloupe, bien sûr, dans le cadre du règlement de cette crise sur le plan diplomatique. Alors, pourquoi Yaoundé s'en offusquerait? Yaoundé ne peut que apprécier ce type de partenaire qui vous rend ce que vous lui donnez et peut-être parfois même qui vous rend un peu plus. Et le Royaume-Uni a décidé de ne pas afficher un activisme particulier. Pourquoi? Le Royaume-Uni, qui est au passage, je le précise, une ancienne puissance quand même, oui, colonisatrice du Cameroun. Oui, le Royaume-Uni a été une puissance mandataire et tutélaire. Historiquement, on aurait pu penser que cette proximité historique et culturelle avec ces régions aurait permis à ce dernier d'avoir une position autre. Mais le Royaume-Uni a vu grand. Il a vu grand. Non seulement il s'est aligné sur la position du Commonwealth of Nations, qui a quand même envoyé des émissaires venir vérifier sur place ce qui se passait, et en plus a soutenu le Cameroun sur le plan de la capacitation des forces de sécurité pour régler, j'y arrive, pour régler cette question. Pourquoi, quand on voit la cruauté, quand on analyse l'action des séparatistes, on se pose encore la question si c'est uniquement du séparatisme. Parce que le caractère disparate des groupes, il ne faudrait pas se cacher derrière l'épouvantail séparatisme pour justifier toutes ces violences. Parce que généralement, il y a des groupes criminels, des groupes de prédateurs, c'est qui participent à décrédibiliser l'action des séparatistes par les faits que eux-mêmes commettent. Alors, le Royaume-Uni est resté sur une position de principe. Il a vu grand. Ce qu'il gagne dans le Commonwealth of Nations dépasse ce qu'il gagnerait en soutenant un gouvernement hypothétique, autonomiste dans une région anglophone qui, en principe, ne coïncide pas avec les valeurs et les positions adoptées au sein du Commonwealth of Nations, réitérées et rappelées par la baronne Patricia Scotland à Yaoundé et ailleurs. Soutien du Commonwealth of Nations, bien évidemment, mais aussi celui de l'Organisation internationale de la francophonie. Échec de la possibilité d'évoquer cette question au Conseil de sécurité des Nations Unies. Finalement, est-ce que le revers de cette action diplomatique du Cameroun n'est-il pas celui de faire voir à l'échelle internationale ces groupes séparatistes? Faire voir le constat est sans appel. Il ne faut pas nier la réalité. Il y a des violences sur le terrain qui ont été d'abord révélées par les acteurs de l'opinion publique internationale, mais n'oubliez pas les États en leur chancellerie et autres qui permettent de faire remonter les informations. On ne peut pas nier la réalité de la violence et de la violence séparatiste. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que cette violence est politiquement acceptable? Est-ce que la rhétorique politique séparatiste derrière cette violence est tenue, assumée et défendable? Je ne crois pas. Pour une raison simple, ici les acteurs ne sont pas unis, ici les acteurs ne sont pas monolithiques, ici les acteurs n'arrivent pas à construire un discours politiquement acceptable et défendable au sein des institutions internationales. Au niveau africain, nous avons le principe de l'utis possedetis iuris qui a été validé, dont la quintessence se trouve dans le respect des frontières héritées de la colonisation. Nous avons les principes de souveraineté. Maintenant, ici, la seule chose qui est acceptable, ou du moins deux, c'est qu'il faut prévenir la vulnérabilité et la fragilité humanitaire. Ça, c'est d'un. Et aussi, il faut préserver les droits humains. Sur ce point, il n'y a pas de débat, il faut le faire. Il faut le faire. Mais maintenant, faire que cette cause émerge et ait une légitimité
politique et diplomatique, ce n'est pas le cas. Le 23 janvier 2024, la chaîne de télévision TV5 Monde substitue le drapeau du Cameroun par celui de la prétendue Ambazonie. Eh bien, quelques jours plus tard, la dite chaîne va présenter ses excuses officielles et publiques. Malgré tout, n'est-ce pas là un véritable coup de marteau sur ce que le Cameroun a construit sur de longues années? Bon, je ne vais pas me faire l'interprète de quelque chose qui aurait pu manifestement être une erreur. Ça, je ne sais pas si c'est une erreur ou ça a été volontairement fait. Mais ce que je retiens de ça, c'est quoi? C'est que dès que ça a été fait, nous avons vu la montée au créneau, violente d'ailleurs, de l'opinion publique nationale et même des composantes diasporiques de notre pays. Alors face à ça, on voit que l'auteur, volontaire ou involontaire, de cette action a reculé. Non seulement il a présenté un communiqué, ses autorités se sont déplacées pour venir auprès du gouvernement camerounais s'excuser et dit que cela ne se reproduirait plus. Et en plus, on peut aussi voir la vigueur politiques et diplomatiques qui ont été mises dans les réactions sur le plan institutionnel avec la sortie du ministre René Emmanuel Sadi, qui en l'occurrence a été le porte-parole du gouvernement, ou encore celle de l'ambassade de France auprès des autorités françaises pour demander le retrait. Oui, auprès des autorités françaises, il dit l'ambassade du Cameroun auprès des autorités françaises pour demander le retrait de cet élément, même du cyberespace. Ce qui est important ici. Et justement, la question que j'allais vous poser, que fait ce drapeau dans la base de données de TV5 Monde? Justement, je ne dirais pas dans la base de données de TV5 Monde. Ça a été extrait. C'est un fait. Qu'importe le lieu où ça a été fait. Ça a été extrait. Le fait est là. Maintenant, il faut interroger sa signification. Est-ce que c'est un fait acceptable? Est-ce que ce n'est pas un fait acceptable? Et je crois qu'en l'occurrence, toutes les parties prenantes ont reconnu que le fait n'est pas acceptable. Pour des fautes ou des erreurs, elles ont toujours existé. Moi, je crois encore qu'on peut accorder à TV5 le bénéfice du doute, surtout que c'est une période importante où on fait venir beaucoup de jeunes travailleurs, de jeunes étudiants, de stagiaires qui viennent pour essayer de gagner une expérience professionnelle. Alors, ils font des fautes ou des erreurs. Sauf que la faute qui a été commise ou qui aurait été commise est une faute qui a été vivement critiquée. Qu'importe, même si ça a été pensé, la réaction a été forte, énergique et a entraîné une désapprobation et des excuses officielles. Qui arrangerait des excuses officielles qui arrangeraient peut-être la diplomatie anti-séparatiste de... Bien sûr, et c'est encore une victoire. C'est une victoire. Quand votre diplomatie réclame quelque chose et qu'elle l'obtient, c'est une victoire. Et cette victoire marque aussi la victoire de toute la diplomatie antiséparatiste à tous les niveaux, que ce soit au niveau international global, au niveau régional et transrégional, au niveau sous-régional, où là-bas c'est pas un débat, on ne veut même pas en entendre parler, et maintenant même au niveau des acteurs de l'opinion publique internationale, à savoir les masses médias qui réussissent à être en phase avec les options politiques et diplomatiques proposées par le chef de la diplomatie camerounaise, qui est le président Paul Biya. Quelle perspective pour cette diplomatie antiséparatiste? La diplomatie antiséparatiste va continuer. Il y a des mécanismes de veille. Ils sont pluriels. Une veille au niveau bilatéral, une veille au niveau multilatéral, que ce soit au niveau sous-régional, au niveau régional ou au niveau transrégional, et une veille qui est aussi opérée au niveau des diverses instances des Nations Unies, où la diplomatie camerounaise est très offensive sur cette question, pour ne pas reprendre le professeur Touda Ebodé, très agressive. Merci bien, Dr Fernand Ohona. Je rappelle que vous êtes diplomate enseignant de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, à l'université catholique d'Afrique centrale et à l'école d'état-major du Cameroun, auteur de plusieurs travaux scientifiques dont un est à paraître dans les jours à venir, et je précise le titre: La diplomatie camerounaise face au séparatisme anglophone entre internationalisme et tropisme transnational. Merci beaucoup d'être passé dans Jeux et Enjeux. L'émission touche à sa fin. Je suis Abdia Sarouna. Au revoir.